ينظم مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية كراس كوهران الجزائر بالشراكة مع مركز فاعلون للبحث في الأنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية الجزائر الملتقى الدولي الافتراضي الأول الموسوم المجتمع والجائحة، وذلك يومي 3 و4 جوان 2020 ابتداء من الساعة 3 زوالا. يهدف الملتقى إلى إنجاز تقرير ثان من خلال الاستفادة من الدراسات والتجارب الوطنية والدولية في تحليل ومواجهة أزمة جائحة كوفيد-19. Le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle Cras-Coran Algérie, en partenariat avec le Centre Fa'ailoun de recherche en anthropologie et en sciences humaines et sociales Algérie, organise les 3 et 4 juin 2020 à partir de 15h le premier colloque international virtuel intitulé Société et pandémie. Ce colloque virtuel dans sa forme vise à réaliser un deuxième rapport scientifique en utilisant des études et des expériences nationales et internationales pour analyser et faire face à une crise pandémique Covid-19. The Center of Research in Social and Cultural Anthropology, Cras-Coran Algeria, and Fa'ailoun, the Center for Research in Anthropology, Humanities and Social Sciences Algeria, organized the first international virtual conference, Society and Pandemic, on the 3rd and 4th of June 2020 at 3 p.m. The virtual conference aims to produce a second scientific report employing national and international studies and experiences to analyze and deal with the COVID-19 pandemic crisis. Société épidémie en Algérie, Mohamed Meftouli. Je vais essayer de présenter la complexité de la société, montrer que la société est telle qu'elle est, qu'elle ne peut pas être changée mécaniquement en 2 mois. Alors, dans l'introduction, je montrerai que le discours dominant, moral et très biologique sur la pandémie a produit un régime de vérité, selon Michel Foucault, qui donne sens au seul corps physiologique. C'est le confinement, c'est que le confinement doit permettre de discipliner dans une logique d'interdépendance nos corps biologiques respectifs, de survaloriser les gestes considérés antérieurement à la crise sanitaire comme étant banals, ordinaires, se laver les mains, s'inscrire en permanence dans le souci de l'hygiénisme, redonner du sens à la désinfection en luttant contre un virus invisible. Rester chez vous, entre guillemets, est de l'ordre de l'impératif majeur pour réduire la circulation du virus dans la société vulnérable et fragile, quand la mort intègre de façon visible l'ordre des choses. Pour cela, la société doit être moralisée, sensibilisée, contrôlée, sanctionnée dans une logique implacable et totalisante. Il s'agit donc de refuser tout autre questionnement sur un pan de la société dit réfractaire, où tous les éclairages négatifs sont mobilisés, inconscience, indiscipline, incivilité, donnant à ces agents le statut de déviant, peu respectueux de l'autre, le mettant en danger de mort. Premier point, on a oublié la société dans sa complexité, telle qu'elle est. C'est ce premier point que je vais développer. Ce n'est pas la société telle qu'elle devrait être, mais la société telle qu'elle est, pour essayer de la comprendre et voir comment agir sur cette compréhension. S'inscrire dans l'hégémonie du biologique, c'est aussi oublier la complexité de la société, en la réduisant de façon intuitive et totalisante à ces comportements, entre guillemets, fonctionnant comme des électrons libres, occultant leur épaisseur historique, leur diversité et leur opacité. Se restreindre à l'immédiateté des choses en observant des personnes regroupées dans un espace social, le marché, le magasin, c'est oublier la substance qui imprègne la société depuis des décennies, celui d'un imaginaire des personnes centrées sur la survie et le consumérisme. Leur vie sociale est dominée par l'enfermement et l'isolement. Pas de cinéma, pas de théâtre, pas de bibliothèque. La société vivante est d'autant plus prenante, opérant comme unique compensation face aux interdits culturels et politiques, aux censures, aux autocensures, ne pouvant que fabriquer de la transgression, des détournements de l'ordre social, même dans des situations inédites et incertaines provoquées par le Covid-19. Insistons donc sur la complexité et l'invisibilité de la société.
Elle ne se donne pas à voir spontanément et aisément. Tous nos travaux sur les maladies chroniques, montrent ce jeu entre les normes qui permet aux malades de donner un sens pluriel et non pas uniquement biologique, mais aussi social et psychique à la pathologie grave. Pour une mère, le chômage de ses enfants peut être vécu de façon dramatique que la gravité de son diabète ou de son cancer. Le confinement peut être jugé comme étant de l'ordre du résiduel, du inacceptable dans un espace domestique limité à une pièce où sont entassés plusieurs enfants. La pandémie met à nu de façon explicite le fonctionnement d'une société, en particulier ses multiples inégalités sociales, ses résistances, ses constructions socialement hétérogènes des risques liés au coronavirus. La pandémie s'ancre dans une société virile et patriarcale où le regard des autres est important. Il s'agit, selon Goffman, de ne pas perdre la face. La honte d'être malade est très mal vécue. Elle interdit aux personnes d'assumer leurs responsabilités familiales, les conduisant au déni de la maladie, et donc à affronter les risques du Covid-19. La honte, nous rappelle le sociologue clinicien de Godjak, est un sentiment dans la jeunesse et fondamentalement social, lié au regard d'autrui, au sentiment d'être différent des autres, à la sensation d'être invalide au plus profond de son être. Deuxième point de mon exposé, le sens pluriel du mal. L'hiérarchie gravité-banalité du mal biologique est perçue de façon différente selon les trajectoires sociales et familiales des agents d'une société. Celle-ci n'est pas une cruche vide qu'il suffit mécaniquement de remplir de connaissances et d'attitudes pour aboutir aux résultats recherchés. Le sens de la gravité du tragique, appréhendé de façon absolue par la médecine, n'est pas indemne d'interprétation critique des personnes. A contrario, d'autres agents sociaux optent pour une soumission totale au biopouvoir évoqué par Michel Foucault. Nous avons une multiplicité de corps. Le corps n'est pas seulement un réservoir d'organes, il est indissociable de la personne réflexive. Il produit une identité non pas en soi, mais qui ne peut exister que dans le rapport à l'autre. Nos corps ressentis et vécus produisent des sens différents selon nos statuts et nos expériences sociales multiples. Quand le corps n'est pas socialement reconnu, se percevant comme n'étant rien dans la société, l'existence est dès lors jugée négative, bloquée, sans perspective, peut se transformer en une blessure morale, remettant en question la frontière symbolique mort et vie. Troisième point de mon exposé, la confiance-défiance. L'acquisition d'une discipline collective n'est pas de l'ordre du comportement en soi qui peut s'acquérir en quelques mois. C'est un processus social indissociable de la confiance de la personne à l'égard de l'État et de ses institutions. La notion de confiance est centrale. Les gens sont prêts au sacrifice à l'égard de l'autre quand ils observent la réciprocité dans le partage collectif, une proximité sociale, une compréhension et une reconnaissance sociale de la personne et donc de sa citoyenneté. Dans le cas contraire, le risque de jouer avec les règles et de prendre distance avec la rationalité médicale persistera. Les agents sociaux s'accommoderont de l'ordre des choses, ce que leur permet le système social, à savoir la consommation alimentaire en l'absence de toute autre perspective sociale, culturelle ou politique. Quatrième point de mon exposé, quand la pédagogie fait défaut. Enfin, il nous semble que la pédagogie est probablement absente. Le tragique a souvent pris le dessus sur la décrispation et le réconfort qui s'imposaient face à l'anxiété, l'angoisse, la misère sociale, l'enfermement, l'ennui, les révoltes intérieures, les psychoses collectives. La reconnaissance négative de la personne culpabilisée, infantilisée, pousse au contournement des règles. La sensibilisation ne peut se faire dans un sens linéaire et unilatéral, en usant et en mobilisant nos propres catégories d'explication, même en s'appuyant sur la médecine. Les chiffres dictés de façon laconique et rapide ne suffisent pas à clarifier de façon pédagogique le sens de la crise sanitaire. Les chiffres sont toujours l'objet d'une surinterprétation, d'un imaginaire négatif ou positif selon les personnes, mais qui ne laisse jamais indifférent. D'où la nécessité de prendre le temps qu'il faut pour en préciser qualitativement les contours, les limites et les perspectives qui s'offrent à nous pour lutter collectivement contre la pandémie. L'adhésion de la personne n'est jamais mécanique, d'autant plus qu'il s'agit d'aboutir aux transformations des habitudes quotidiennes, d'accéder à une discipline de son corps à la fois sociale et biologique. La vérité médicale assénée, parfois de façon brutale, fabrique de la peur chez beaucoup de personnes. La peur de ne pas être à la hauteur des exigences dans l'acquisition des moyens, masques, produits désinfectants, ou par une inflation d'informations parfois contradictoires, obligation de mettre ou de ne pas mettre le masque, les sens pluriels attribués à tel ou tel traitement. La prévention de proximité peut être définie par le déploiement d'interactions sociales qui prennent en compte le langage
ordinaire des gens en mobilisant l'écoute et leurs contraintes pour tenter de s'adapter à l'autre. Confinez-vous, c'est une obligation, n'a pas le même sens que dire si vous aimez vos parents, si vous les respectez, ce serait bien de rester à la maison. Les étiquetages négatifs et moraux sur leur comportement ne changeront en rien les situations profondes à l'origine des contournements de la pandémie. Nous avons été orphelins de tout système de prévention produit par et dans la société, mais ceci est impossible sans une démocratisation du système de soins, de santé, permettant aux personnes d'acquérir le statut d'usager et non pas uniquement de patient anonyme, en lui donnant la possibilité de faire réellement usage de ses droits en tant que citoyen. Bonjour, Leïla Houti, professeure en épidémiologie à la faculté de médecine d'Oran et en même temps chercheur associé au CRASC dans l'équipe Inégalité sociale de santé et pratique médicale. Nous allons parler aujourd'hui des inégalités sociales de santé telles que vécues en situation de pandémie de Covid dans la population algérienne. Nous savons tous que la crise du Covid a été une crise sanitaire inédite et qu'elle a engendré de nombreux impacts tant sur la santé de la population que leur bien-être et au point de vue de leur vie économique, mais en même temps de l'économie des pays. Cette crise du Covid a exacerbé l'affaiblissement de tous les systèmes politiques, économiques, sociaux, mais en même temps sanitaires, et d'autres effets délétères sont à prévoir après l'épidémie. Elle a aussi montré combien ce monde est inégalitaire et elle a exacerbé toutes les inégalités sociales, économiques ainsi que territoriales. L'interaction de la pandémie avec la crise sanitaire qu'elle a engendrée et puis l'association crise financière, crise économique et crise sociale, finalement, ça devient un système tellement complexe, mais aussi en évolution rapide et difficilement maîtrisable par quelque gouvernement que ce soit. Depuis l'avènement de l'épidémie, il y a 3 mois, c'est-à-dire au mois de mars, l'Algérie a enregistré plus de 9000 cas confirmés de Covid-19, mais surtout plus de cas au total. Et là, le confinement a été instauré pour la population le 22 mars, associé avec un couvre-feu, soit à 15h, ou alors à 17h. L'objectif de notre présentation, c'est de dresser un tableau sur le vécu des Algériens et anticiper sur les problématiques socio-sanitaires qui sont à venir après l'épidémie. Donc nous allons voir maintenant quels sont les effets qu'a enregistré l'épidémie de Covid et puis aussi les effets du confinement sur les inégalités sociales de santé dans la population algérienne. Au point de vue sanitaire d'abord, l'activité sanitaire a été essentiellement tournée vers la prise en charge et le dépistage des cas de Covid-19. Ainsi, de nombreux programmes de santé ont été quasiment mis à l'arrêt, notamment la surveillance des maladies chroniques qui normalement doivent être surveillées en permanence, le programme de vaccination chez les enfants, les programmes de chirurgie et notamment la chirurgie programmée, ainsi que tous les soins dentaires. Ainsi donc, on s'attend à une augmentation des complications de maladies chroniques et même de mortalité évitable et pourquoi pas des épidémies qui peuvent apparaître chez les enfants. Essentiellement, nous craignons l'apparition d'épidémies de rougeole que nous n'avons plus depuis certains temps. D'autre part, le confinement est responsable de l'accroissement des modes de vie délétères tels que la surnutrition chez les enfants et même chez les adultes et la baisse de l'activité physique par manque de sortie à l'extérieur. Ce qui veut dire que nous avons une augmentation des facteurs de risque de maladie tels que l'obésité, les maladies cardiovasculaires et de fil en aiguille, nous irons vers l'apparition de plus de cancers. Par ailleurs, la fermeture des bains publics n'a pas permis aux familles qui ne disposent pas de salle de bain, de gaz de ville, de prendre leur bain comme il se doit. Et donc, on peut apercevoir une baisse du niveau d'hygiène corporelle avec un risque d'infection cutanée et du retour de la gale, voire des poux, de ces maladies que nous avons pratiquement oubliées en Algérie. Au point de vue économique, et donc au point de vue du déterminant économique, le confinement et
l'épidémie sont responsables d'une augmentation de la précarité dans la population, notamment dans les quartiers et les communes déshéritées qui connaissent un cumul des inégalités sociales de santé et des profils à risque en temps habituel qui ont été exacerbés par l'épidémie et le confinement. Notamment, il s'agit des personnes qui travaillent dans le secteur informel et des journaliers qui ont perdu leur emploi et ainsi donc ont vu baisser leurs revenus, même si l'État a bien voulu contribuer quelque peu, avec une aggravation de la précarité, même une sous-nutrition, et puis un risque de contamination majeur dans ces foyers déshérités. Tandis que la population aisée a la possibilité de travailler à distance et utiliser le télétravail. On peut dire que particulièrement les personnes les plus touchées, les travailleurs les plus touchés sont les ouvriers, les agents d'entretien, les chauffeurs, les livreurs et les caissières qui contribuent à une marche quotidienne de l'activité et son bon fonctionnement, qui sont eux plus exposés à la contamination du fait de la rencontre du public. Mais au total, on peut dire que les conditions de confinement sont extrêmement variées. Est-ce que grande maison avec jardin ou petit appartement, les conditions de vie ne sont pas pareilles? Est-ce qu'on peut pratiquer un télétravail ou une obligation de travailler à l'extérieur avec un risque de contamination majeur? Est-ce qu'on dispose de moyens informatiques, d'accès à Internet? Est-ce qu'on a des enfants à charge? Et puis, les revenus sont-ils réguliers? Ou alors, l'arrêt des revenus? Au point de vue économique, il est clair que les conditions de vie ont été beaucoup perturbées. Concernant les femmes et les groupes vulnérables ainsi que les enfants, les femmes sont naturellement plus impactées par les épidémies et les situations de pandémie, mais surtout, ce qu'on peut comprendre, c'est que les femmes sont ont plus souvent des emplois précaires et plus souvent dans les services de santé. Elles sont donc à risque de contamination majeure. Mais par ailleurs, dans ces conditions de confinement, on peut dire qu'on peut observer une augmentation des grossesses et puis des violences familiales. Quels sont les autres groupes sociaux vulnérables? D'abord les personnes handicapées, les détenus dans les prisons, les personnes âgées, les sans-abri, les personnes, par exemple les réfugiés, et puis donc qui sont plus soumises aux problèmes de la précarité, au manque d'assistance et d'accès aux soins, avec un impact sur leur bien-être et les risques de propagation du virus. Concernant l'école, la déscolarisation a été un facteur déterminant au cours de ce confinement, sachant que l'école est un déterminant de la santé des enfants. Pour certains, le seul repas correct que les enfants reçoivent, c'est celui qu'ils reçoivent à la cantine scolaire. Mais l'enseignement à distance a été mis en place, mais avec des moyens technologiques insuffisants. Souvent, les logements sont exigus, la promiscuité, le manque de matériel informatique ou d'accès à Internet, des parents non formés pour aider leurs enfants, font que beaucoup d'enfants n'ont pas pu suivre justement cet enseignement à distance. Et donc, les risques de décrochage scolaire sont importants, avec des conséquences à moyen terme sur le marché de l'emploi qu'il faut redouter. Au total, on peut dire que les conditions de vie aussi ont contribué à la malvie des Algériens, quand les logements sont insalubres et suroccupés, avec un risque majeur de propagation du virus et une surexposition aux violences intrafamiliales, touchant surtout les femmes et les adolescents. Au point de vue de la santé mentale, la population a peur du virus, c'est une véritable frayeur. Et puis, ça n'empêche pas les personnes qui sont confinées d'avoir des comportements à risque, tels que des addictions aux écrans d'abord et ensuite, pourquoi pas, les drogues. Comme la fermeture des parcs et des installations collectives a conduit à la baisse des activités extérieures qui sont bénéfiques pour la santé. Autres difficultés ont été rencontrées, telles que la réduction des transports et des approvisionnements, ainsi que les services publics, et puis l'augmentation des déchets domestiques qui vont générer une pollution supplémentaire dans l'environnement. Donc, comment réduire l'impact des inégalités sociales de santé après l'épidémie? Tout le monde sait aujourd'hui le rôle primordial de l'État dans le domaine de la santé. C'est la première leçon que nous a appris la pandémie du Covid. D'abord, il faudrait des politiques publiques en faveur de la promotion de la santé. Il faut renforcer l'État social
avec des programmes nationaux de promotion de la santé qui soient interconnectés entre tous les secteurs de la vie socio-économique, qui puissent apporter des réponses globales, mais aussi en interaction avec la population qui a son mot à dire. Il y a lieu de réformer le système éducatif pour produire des citoyens actifs, formés à l'éducation en santé et capables d'être des acteurs eux-mêmes de leur propre santé. Il faudrait redynamiser le secteur économique pour permettre, favoriser la création des emplois dans le cadre d'un développement durable, tout en revalorisant les petits métiers, tous les petits métiers au point de vue économique et social, et prendre en compte les groupes les plus vulnérables et même assurer des logements décents pour la population. Il faudrait aussi redéfinir les missions des collectivités locales et pouvoir dessiner une cartographie des catégories vulnérables à prendre en charge. Par ailleurs, renforcer le SAMU social et les DAS. Concernant les femmes, il faut améliorer l'éducation des filles, l'accès des femmes à l'emploi et la protection des femmes contre la violence et l'emploi précaire. Mais par ailleurs, au point de vue environnemental, faire la promotion des loisirs et des espaces verts. Par ailleurs, il faudrait réformer le système de santé pour redéfinir le système de santé et aussi un projet sanitaire, mais aussi redéfinir et réformer la formation médicale. Et donc on peut dire qu'en conclusion, la santé est un champ large de déterminants sociaux avec l'importance du service public et de l'équité. Les réponses les plus pertinentes sont à apporter à un niveau central et local, associant l'ensemble des acteurs et en vue d'améliorer les conditions de vie et de les assurer avec des conditions décentes pour tous. Je vous remercie. Bonjour, Yamina Rahou, sociologue, chercheur au CRASC, membre de l'équipe Inégalité sociale en santé et prise en charge médicale des patients. À la lumière du projet de recherche, je voudrais soulever une question importante et qui relève d'un potentiel existant en Algérie et qu'il faut développer et soutenir et améliorer. C'est les structures de base de santé, ce qu'on appelle les polycliniques, etc. Au moment de la pandémie, elles étaient d'un apport, je parle d'Oran parce que je suis d'Oran, d'un apport important en matière de consultation pour les soins, etc., du fait que les structures comme les hôpitaux et tout recevaient généralement que les urgences. Et d'après les résultats de recherche qu'on a menés, c'est que les patients, les citoyens déclaraient qu'ils pouvaient accéder de façon égalitaire aux structures de base de santé par rapport, par exemple, aux structures comme le HU, comme les hôpitaux, où il fallait disposer d'un tissu relationnel important pour, par exemple, pour accéder notamment à la prise en charge des chirurgies, etc., même s'il y a une prise en charge primaire au départ dans les urgences. Donc, ce point-là, ces structures de base qui sont à la base du système de santé, mais qui sont, durant cette période, elles ont fonctionné de façon pas toutes correctement. Par exemple, certaines structures accueillaient les patients, d'autres non, du fait que nous accueillons que les urgences, parce que le Covid-19, donc on a limité les consultations. Par contre, ce sont des structures, parce que le Covid n'annule pas les autres pathologies, n'annule pas, par exemple, celui qui a une crise, une rage dentaire, celui qui a une oreille bouchée, dans certaines structures, elles ont pris en charge ces consultations, ces soins de base. Autre chose par rapport je souligne par rapport au projet, en matière d'accès aux soins, mais en matière, par exemple, de prise en charge des radios, scanners, etc., là où se révèlent les inégalités, ce sont là les revenus selon les ressources des patients. Et c'est pour ça que la prise en charge, par exemple, même s'il y a dans les structures lourdes des scanners, des IRM, etc., ce n'est pas toute la population, toutes les malades qui ont accès. Souvent, ils le font à l'extérieur. Et là, c'est un point que la réforme sanitaire et que les pouvoirs publics doivent réfléchir à prendre en charge. Autre chose que je voulais souligner, c'est que pour les patients ou les populations qui sont en faible revenu, nous avons un système social de prise en charge. Je parle de l'action sociale, de la solidarité. Il y a un argent
fou qui a été dépensé au cours de cette période pour soutenir ces catégories démunies. Mais quand ils sont accès aux structures de santé, par exemple, je parle de l'hôpital, etc., quand ils doivent faire ces examens et tout, ils sont démunis, n'ont pas de ressources, c'est là où l'interaction doit se mener avec l'action sociale, avec les services de l'action sociale pour prendre en charge ces catégories démunies. Et là, c'est dans le projet qu'on a souligné cette carence. Et parallèlement aussi, que je voulais souligner un autre point, c'est par rapport à l'éducation à la santé, parce que la prise en charge du corona, par exemple, a révélé que la nécessité de comportement, la nécessité de respecter, par exemple, les barrières, etc. Et c'est là où intervient la question de l'éducation à la santé qui est importante et qui devrait être l'œuvre non seulement des médias, etc., mais aussi, on a les institutions classiques, l'école, etc., mais aussi du mouvement associatif. Et moi, je remarquais, par exemple, au niveau de la scène publique à Oran, il y a une floraison d'institutions, notamment le mouvement associatif dans le domaine de l'environnement, de la santé et tout ça. Et là, je remarquais que là, ils devaient multiplier les efforts pour accompagner les pouvoirs publics pour que les citoyens respectent cette question de porter des bavettes, de respecter la distance, etc. Parce que, à l'origine, à la base de la prévention, c'est l'être humain, c'est l'individu, ses comportements. On peut mettre tout l'argent, on peut mettre tout, mais s'il n'y a pas au niveau de la prise en charge, au niveau de la conscience des comportements sanitaires de prévention. Et là, je pense que la nécessité non seulement des pouvoirs publics, je parle des mairies, etc., des collectivités locales, et puis aussi du mouvement associatif. Et pourquoi? Parce que de l'expérience de l'Algérie en matière de santé publique, auparavant, la question de la prévention, c'était elle qui a pu, par exemple, éradiquer, par exemple la polio, éradiquer certaines maladies. Et là, quel que soit l'investissement matériel, l'investissement, cette politique de prévention, elle est impérative parce que l'Algérie, ces dernières années, à partir même de 90-2000, elle s'est désengagée, on est dans la politique de santé uniquement curative, alors qu'à l'origine, pour non seulement préserver la santé, et puis aussi préserver les ressources humaines, etc., mais aussi les ressources qui sont dépensées pour la prise en charge des patients. Un autre point que je voulais souligner, c'est en matière d'inégalité territoriale. Par exemple, j'ai eu écho dans certaines bourgades d'Algérie, par exemple, je ne cite pas la ville, mais dans un village où il y a un centre de santé et non seulement il n'était pas équipé, non seulement il n'était pas... et les citoyens allaient jusqu'à... Alors il n'y avait pas de transport, il allait jusqu'à 22 km pour prendre un taxi clandestin pour aller et revenir alors qu'il a des ressources limitées. Cette pandémie du corona a révélé ces inégalités. Et un autre point que je voulais souligner aussi, la période du corona, et je reviens en tant que sociologue, c'est la question des loisirs. La question des loisirs, sachant que par exemple dans les quartiers, il y a des centres culturels, il y a des... Comment mettre à profit ces structures de centres culturels pour qu'elles prennent en charge, notamment même si on va par exemple dans quelques jours, on va aller dans le déconfinement progressif, pourquoi ne pas mettre à profit tout ce potentiel de la jeunesse et les sports, les animateurs, etc., et ces centres culturels et tout, pour permettre aux jeunes d'y accéder et de s'épanouir pendant les vacances prochaines. Je vous remercie. Bonjour, je suis professeur Badra Mu'tassam Mimouni. Je suis professeur à l'Université d'Oran 2. Je vais vous présenter une petite enquête que nous avons réalisée dans le cadre du Covid-19 en mai 2020. Elle a pour thème l'impact psychologique et pédagogique du Covid-19 sur des étudiants algériens.
L'enquête a été réalisée sur la base d'un questionnaire en ligne qui a été transmis à nos adresses et à nos étudiants sur le territoire national. Nous avons arrêté la collecte. Au bout de 15 jours, nous avons arrêté la collecte, ce qui nous a permis de réunir 226 individus. Cette enquête a été réalisée par moi-même. Je suis professeur à l'Université d'Oran 2. Je suis chercheur associé au CRASC et avec la collaboration du professeur Leila Meslam Mimouni, qui est professeur à l'Université d'Oran 2, elle aussi. Cette étude nous a permis de répondre à des questionnements auxquels nous avons été confrontés après le confinement, parce que nos étudiants n'arrivaient pas à nous répondre, n'arrivaient pas à nous joindre, ne voyaient pas leurs travaux, ce qui nous a paru quand même inquiétant, d'autant plus que le confinement semblait devoir durer bien longtemps. Donc nous avons élaboré des questions sur la base de deux objectifs principaux. Un, l'impact psychologique de la pandémie sur les étudiants de master et de doctorat, qui avaient besoin quand même de documentation, de travaux, d'espaces de stage, de travail, de documentation, surtout spécialisée, etc., pour leur mémoire, en particulier pour ceux qui avaient un mémoire à faire et pour les doctorants pour leur thèse. Donc, il ne s'agit pas d'une enquête représentative, c'est une enquête exploratoire qui a touché 34 wilayas, mais ce n'est pas représentatif parce que le nombre le plus important c'est Oran, Mostaganem, Tlemcen, Alger et Bouira. Les autres avaient un ou deux individus, donc etc. L'autre objectif est d'explorer les ressentis des étudiants de cette pandémie et son impact sur les études. Parce que c'est ça qui nous intéressait le plus. Et le deuxième point, c'est quels étaient les freins à la continuation de leurs études et pourquoi ils disaient qu'ils avaient des difficultés. Donc la population, donc c'est 226 étudiants, qui a touché les grands domaines, que tous les domaines ont été touchés, les sciences sociales, la technologie, les sciences islamiques, les sciences médicales, etc. La discussion des résultats, c'est que nous avons les principaux résultats concernant le premier objectif montrent des vécus chargés d'angoisse, de stress et de malaise. La peur de l'avenir et la peur de perdre les proches, en particulier les parents. Ces étudiants ont des parents relativement âgés, entre la cinquantaine et 70-80 ans, donc ils ont été un peu effrayés, surtout que leurs parents, pour la plupart, ont des maladies chroniques. Ces impressions ont été confirmées par les entretiens que nous avons eus avec nos étudiants proches, ceux qui avaient des mémoires avec nous, etc. Ces vécus constituent un frein à la concentration et à la réflexion. La plupart des répondants expriment un sentiment d'ennui, de malaise, d'incapacité à réfléchir et à travailler. Trop préoccupé, disent-ils, trop inquiet pour pouvoir me concentrer. La question de la concentration est la question centrale qui a été pratiquement par l'ensemble des répondants, elle a été signalée. L'enfermement a compliqué les choses, d'autant plus que les hommes ne sont pas habitués à rester à la maison. Et ils sortent, ils vont dans les cyber, ils vont dans les cafés, etc. Et là, ils étaient obligés de rester dans des espaces confinés. Ce n'était pas, ils n'ont pas d'activité particulière, les hommes, à la maison. Alors que les femmes,
même quand elles sont contraintes et forcées, elles ont de toute façon toujours des occupations ménagères, cuisine, elles s'occupent des enfants, elles s'occupent des adultes, elles s'occupent de tout le monde. L'exiguïté des logements et la proximité donc ne facilite pas les rapports, ce qui a créé d'ailleurs des difficultés dans le monde entier, puisque l'ONU a signalé 5 fois plus de violences à l'égard des femmes dans le monde. Le deuxième, ça c'est au niveau psychologique. Le deuxième objectif, évaluer la situation globale de l'enseignement à distance. Premièrement, les étudiants, 1 sur 4 à la Wi-Fi à la maison. Donc ça complique énormément les recherches documentaires, la rédaction, etc. Des difficultés à répondre aux emails et à rédiger ses travaux. Les 3/4 des étudiants ne sont pas inscrits sur la plateforme. 3/4 des étudiants. C'est vraiment énorme. Hein? 1/4 seulement se dit inscrit sur les plateformes des universités. Et 70% ne connaissent pas l'existence de la plateforme et les autres, soit n'ont pas de PC ou n'ont pas de Wi-Fi, ou bien, toi, lui critique la plateforme en disant qu'elle est mauvaise, qu'elle n'est pas bien, qu'elle n'est pas intéressante, etc. Alors, pour l'après-Covid, si on veut améliorer la situation, c'est que la proposition qui occupe la première place est d'avoir accès à Internet et de qualité. 59% des étudiants et 61% des étudiantes mettent l'accent sur la Wi-Fi et sur la qualité de la connexion Internet. Mais aussi les moyens, une plateforme de qualité et la mise en ligne des cours en vidéo de façon régulière, etc. Donc, ils remettent en question la formation des enseignants qu'ils considèrent pas assez formés ou trop vieux jeux, ne connaissant pas les méthodes modernes, etc. La question de la langue est relevée par une petite minorité qui considère que la langue, apprendre en langue arabe dans le lycée et passer à une langue étrangère dans l'université leur pose énormément de problèmes. Alors, que faut-il conclure? La Covid-19 a pris au dépourvu les universités. Retard des cours, améliorer donc l'objectif est comment améliorer la plateforme et du e-learning qui est peu connu et peu usité et peut-être développer carrément une politique que jusque-là on n'était que dans le présentiel. Maintenant il faudra même après la Covid-19 développer le e-learning, développer développer en formant les étudiants, en formant les enseignants à utiliser la plateforme et aussi à utiliser des techniques plus modernes, plus interactives par exemple, etc. Alors, ce qu'on peut dire sur cette situation du Covid-19, c'est que le positif, c'est que ces étudiants sont chez eux. J'ai regardé un documentaire sur France 2 ou France 3 qui parlait des étudiants étrangers en France et qui étaient obligés de rationner leur manger pour ne pas mourir de faim. Tellement ils étaient, et parce qu'ils étaient pauvres, ils avaient perdu leur boulot, ils n'avaient pas de bourse, etc., etc. Donc ça c'est un avantage. Alors, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une vulnérabilité sociale par manque d'informations, manque de moyens, une santé précaire, une vulnérabilité psychologique qui fait que certes que le ministère devrait absolument trouver des solutions pour réduire cette fracture sociale et pour aider les étudiants qui sont en difficulté à s'intégrer et à avoir le minimum de moyens nécessaires à son intégration. Donner la même bourse à tout le monde est peut-être bien, mais faudrait peut-être étudier le cas des étudiants issus de milieux pauvres, de milieux peu instruits, qui ont du mal à suivre le mouvement. Merci et au plaisir de répondre à vos questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أقدم نفسي بادئا بالبدء خديجة مقدم باحثة بالمركز الوطني للأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية كراسك وتكويني
الدكتوراه في علم النفس العيادي. وسأتدخل باللغة الفرنسية. Mes chers téléspectateurs, bonjour. Il m'est particulièrement agréable de m'adresser à vous pour vous faire part, en tant que docteur en psychologie clinique et en tant que chercheur dans le domaine des sciences humaines et sociales au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle CRASC, de mes impressions à l'égard de la situation que nous vivons en conséquence à cette épidémie du Covid-19 et du confinement. Il faut que je rappelle que mes propos ici ne sont que le résultat d'une pré-enquête réalisée grâce à un guide d'entretien ouvert, à un dialogue ouvert sur le Messenger. Cette enquête est toujours en cours de réalisation. Dans cette situation qualifiée d'universelle, nous assistons à une généralisation de la peur, à une mondialisation des inquiétudes et des incertitudes et une uniformisation de nos comportements. L'Algérie, comme tous les pays de la planète, et depuis l'apparition du premier cas annoncé dans la ville de Blida, se trouve confrontée à la pandémie du Covid-19. Cette catastrophe sanitaire a déstabilisé tant la vie sociale qu'économique et politique de la société. À l'instar des pays du monde, le pays s'est trouvé en face d'un risque sanitaire auquel il n'a pas été préparé. Cela a généré un ensemble de mesures telles le confinement dans l'espoir de stopper la pandémie et ses dégâts. Beaucoup d'habitudes ont disparu du quotidien des Algériens. Par exemple, les gens ont arrêté de manger dehors, de se serrer les mains, de garder des distances sociales, d'utiliser du gel hydroalcoolique, de porter des bavettes et des masques. Les bureaux ont été nettoyés, les lieux publics désinfectés. Des campagnes de sensibilisation sont menées par les médias, par les réseaux sociaux et même par les citoyens. La fermeture des salles de fête, des cafés, des restaurants, des mosquées, l'interdiction des célébrations de mariage et de décès, ainsi que la fermeture des frontières terrestres et la suspension de tous les moyens de transport comme privés, communs, de tous les moyens de transport communs, privés et publics à l'intérieur des villes et inter-wilaya, notamment le transport ferroviaire et aérien a été gelé. Également, la mise en congé des fonctionnaires. On peut postuler que la pandémie du Covid-19 peut être un déclencheur de malaise. Ce mal-être est généré par 3 sentiments dont l'impact perturbe la vie personnelle et sociale de l'individu. Premier sentiment, la peur. Cette peur s'inscrit dans un contexte d'une société déjà marquée par des tensions jusque-là latentes. Les 30 dernières années hantent toujours l'inconscient collectif des Algériens, en particulier les violences coloniales et celles de la décennie noire 92-99. Elles nourrissent l'idée d'une menace existentielle latente, selon Thomas Serre, de malaise déstabilisateur et de fatigue sociale généralisée. Cette épidémie s'annonce comme un événement traumatogène qui nous confronte directement à la mort ou à la menace de mort et s'enracine dans la peur de la mort comme toute angoisse. Elle génère un vécu émotionnel difficile à contrôler. Dans les symptômes sont la fatigue émotionnelle, les troubles du sommeil, préoccupations permanentes concernant l'avenir et peur sociale, troubles de l'humeur allant jusqu'à l'hypocondrie. Le deuxième sentiment, c'est la frustration et l'angoisse. Il s'avère que cet isolement génère de l'angoisse et de l'anxiété. Cette angoisse est aussi générée par la surcharge affective et par l'accumulation d'émotions pénibles, de sentiments difficiles et même contradictoires. Ce confinement a altéré aussi notre relation à la spatialité et à la temporalité, d'où ce sentiment de saturation
selon nos observations et entretiens avec les gens. Les gens sont à la limite de leur capacité à pouvoir poursuivre cette mesure du confinement, d'où le sentiment de lassitude et d'ennui. Troisième sentiment, l'incertitude et le sentiment de perte. Les conséquences de cette épidémie provoquent incertitude et contrariété. Les gens se sentent perdus. Les risques d'une deuxième vague de contamination et l'incapacité jusqu'à présent à trouver un vaccin adéquat hantent les esprits, amplifient la situation et ne permettent pas de voir clair, ni d'entrevoir un horizon heureux et meilleur, d'où ce sentiment d'incertitude. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Combien de temps on va attendre encore? On ne sait pas si on va se relever, si la vie va redevenir comme avant, si on sera toujours là quand tout cela se termine et si nos proches seront toujours là. Au terme de cette réflexion, on se rend compte que la santé et le bien-être moral sont la condition de notre liberté. On peut dire que cette épidémie est une expérience psychologique lourde, que la peur, l'angoisse, la frustration et l'incertitude sont les émotions les plus partagées par la plupart, que le fort confinement pose des problèmes spécifiques de mal-être et que cette pandémie nous engage à réinventer d'autres façons pour habiter autrement le monde. Elle nous pousse aussi à réfléchir sur les ressorts sur lesquels doit s'appuyer notre politique de prise en charge psychologique et de santé mentale pour enfin aller mieux à long terme et dépasser les situations difficiles. Par ailleurs, il ne faut pas que cette urgence sanitaire nous empêche de vivre. Merci. معكم الأستاذ الأحمر باحث بمركز الكراس تخصص علم النفس العمل والتنظيم. أود أولا أن أشكر الأستاذ جلال المستاري مدير مركز الكراس وكذلك مدير مركز فاعلون الأستاذ بوطقوقة على هذه المبادرة متمثلة في الندوة الافتراضية الدولية والمسمات بالمجتمع والجائحة، والمنتظر انعقادها يوم 3 و4 جوان 2020 بمركز كراسك. في هذا المقطع من الفيديو سأتطرق إلى تقديم بعض النتائج الأولية على شريحة هامة من المجتمع والذين كانوا في الصف الأول في مجابهتهم لوباء الكورونا كوفيد-19 وهم الأطباء والممرضين. ومن هذا المنبر أحييهم وأشكرهم على الجهود التي بذلوها ونترحم على الذين قضوا نحبهم ونحتسبهم عند الله من الشهداء. عنوان المداخلة هو علاقة إرهاق التعاطف أو الإرهاق الانفعالي وعلاقته بالمناعة النفسية لدى الممرضين والأطباء أثناء جائحة كورونا. فهذه الجائحة التي اعتبرت ككارثة صحية اجتاحت العالم خلفت العديد من الضحايا ووضعت على المحك العديد من الأنظمة الصحية في دول العالم من حيث تسييرها ومواجهتها، ولا يمكن استثناء النظام الصحي في بلادنا الذي فرضت عليه هذه الأزمة تسخير كل الوسائل المادية وتجنيد كل الموارد البشرية للحفاظ على صحة المواطنين وحماية أرواحهم، فكان لزاما على الأطباء والممرضين أن يكونوا في الصفوف الأولى لمقاومة هذا الوباء. وما علاقة إرهاق التعاطف بالمناعة النفسية؟ نعتبر أن التعاطف والمناعة النفسية مهارتان مهمتان في تقديم العلاج لدى المرضى لا سيما في الكوارث ومنها جائحة كورونا، وأي إخلال لهما يعرض المعالجين إلى تدهور صحتهم النفسية والجسدية. لذلك جاءت هذه الدراسة للتعرف على إرهاق التعاطف وعلاقته بالمناعة النفسية عند مهني الصحة، خاصة أولئك الذين كانوا في مواجهة جائحة كورونا.
كيف أجريت هذه الدراسة؟ أولا أود أن أشكر الأستاذة أو البروفيسور باطوش جميلة، وكذلك الأستاذة عقباني ربيعة طالبة دكتوراه في علم النفس على إجراء هذه الدراسة الميدانية، والتي ضمت عينة الدراسة 35 معالجا ما بين طبيب وممرض مجندين بمصالح الخاصة بعلاج المرضى المصابين بفيروس كوفيد. أدوات استخدام وجمع المعلومات: استخدمنا مقياس إرهاق التعاطف أو الإرهاق الانفعالي Professional Quality of Life فيرسيون 5، والذي يحتوي على 30 عبارة أو 30 فقرة تقيس 3 أبعاد، وهي الرضا عن التعاطف أو الرضا الانفعالي، الاحتراق النفسي وهو البيرن اوت، والإجهاد ما بعد الصدمة. وكذلك فيما يخص مقياس المناعة النفسية استخدمنا مقياس لسميث، والذي يتكون من 6 فقرات أو 6 عبارات تقيس مدى قدرة الممرض أو الطبيب على الارتداد أو التعافي من الإجهاد. ولقد تم إنجاز هذه الدراسة في الفترة الممتدة ما بين 23 ماي إلى 27 ماي 2020. من بين النتائج الأولية: أولا، كشفت النتائج على أن 80% من العينة هم من فئة الذكور. ثانيا، أن متوسط سن العينة قارب أو ساوى 29 سنة. متوسط الأقدمية في التمريض أو في الطب كان بنسبة كان ب5 سنوات أو 6 سنوات. فيما يخص الفئة المهنية تمثل الأطباء في 17.1% من العينة، فئة الممرضين المتخصصين 25.7%، فئة الممرضين في الصحة العمومية 42.9%، أما فئة مساعدي التمريض فيمثلون 14.3% من عينة الدراسة. بينت النتائج أيضا أن مستوى إرهاق التعاطف لدى العينة هو متوسط بالنسبة لمجموع العينة، أي بدرجات متوسطة، في حين جاء الأطباء في المرتبة الأولى في مستوى إرهاق التعاطف، ويظهر ذلك خلال تعبيراتهم، حيث صرح أغلبيتهم بأنهم يعانون من أيام صعبة في مواجهة الوباء، وأن كل يوم هو سيء، كما عبر أحدهم بأنه يحس بالاكتئاب Je suis en dépression. وكشفت النتائج أيضا لبعد رضا عن التعاطف بأن مساعدي التمريض جاءوا في المرتبة الأولى على هذا البعد، حيث كان مستوى رضاهم عن التعاطف مرتفع، ويظهر ذلك جليا من خلال تصريحاتهم: أشعر بالفخر لمساعدة الناس والتضحية من أجلهم، أنا أمر بأيام جميلة، أنا لست خائفا من الوباء. أما فيما يخص مستوى الاحتراق النفسي فجاء أيضا متوسط بالنسبة لمجموع العينة، ولكن الأطباء دائما جاءوا في المرتبة الأولى على هذا البعد، وهذا نظرا لشعورهم بالتعب والضيق النفسي. ونفس النتائج سجلت على بعد إجهاد ما بعد الصدمة. كيف يمكن علاج إرهاق التعاطف لدى المعالجين؟ يجب اعتماد مجموعة من الاستراتيجيات. أولا، كيف نتعرف على أو نشخص أو من بعدها الوقاية من إرهاق التعاطف؟ عن طريق أولا الوعي بتكلفة الاستجابات التعاطفية، إدارة التأثيرات التراكمية للإجهاد الناتج عن إرهاق التعاطف بفعالية، الانخراط في استراتيجيات الرعاية الذاتية وإدارة الإجهاد الذي يرفع من مستوى الانسحاب من الرعاية في العمل والمنزل، التقليل من ثقل العمل والإرهاق، الوعي والتعامل مع الذكريات المؤلمة والصادمة. ثانيا، فيما يخص بعض الاستراتيجيات هو تطوير ووضع برامج للتعرف على إرهاق التعاطف وإنشاء ثقافة تنظيمية توفر الدعم المستمر من خلال التكوين للوقاية من إرهاق التعاطف. استخدام أنشطة للحد من الإجهاد القائم على الوعي الذهني، وهذا فيما يخص التعاطف يعتبر يجب الاستخدام المهني الجيد للتعاطف كعامل حماية، والذي يرفع من المناعة النفسية لمقاومة إرهاق التعاطف. وهذا ما يستدعي
إنشاء برامج تكوين خاصة بمهارتي التعاطف والمناعة النفسية لدى المعالجين لتحسين مهاراتهم الانفعالية وقدراتهم التكيفية في حالة الكوارث والأزمات. تبقى نتائج هذه الدراسة أولية لأن البحث ما زال مستمرا ميدانيا. وشكرا جزيلا.